Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la section de psychiatrie légale au sein de la FPBN autour d'un sujet qui est très compliqué, négligé, méconnu et qui nécessite l'avis d'un expert au sens d'un éclairage à la fois clinique, psychopathologique, mais aussi expertal, en la personne du docteur Carole Barré, un éminent membre de la section de psychiatrie légale, qui est expert auprès de la Cour d'appel d'Angers, qui exerce au sein de l'unité de soins en milieu pénitentiaire de la Maison d'arrêt d'Angers et qui est classé 30 au tennis. Et donc, du coup, Carole, c'est un enjeu important. Aujourd'hui, avec ce sujet très original qu'on va essayer de valoriser pour pouvoir explorer ces notions, en sachant que pour tous les participants, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Je vais essayer de les relayer au fil de l'eau, mais vous allez voir qu'on va vraiment balayer ensemble du sujet. Et ensuite, vous pourrez accéder au replay, si vous le souhaitez, en open access sur le site de la FPBN. Concernant des attestations, il faut être à jour de sa cotisation auprès de la FPBN pour recevoir une attestation de participation à ce webinaire. Carole, c'est quoi finalement le syndrome du bébé secoué? Est-ce que tu veux bien nous expliquer? Alors oui, merci Mathieu pour cette présentation. Donc effectivement, le webinaire, il va se décliner selon le plan qui apparaît là à l'écran. Donc effectivement, on va parler plus précisément de ce que c'est le syndrome du bébé secoué ou du traumatisme crânien non accidentel. Et puis on dépliera sur finalement qui sont les bébés secoués. Et puis, qui sont les auteurs de ce syndrome de bébé secoué? Qu'est-ce que dit la loi? Que risquent les auteurs? Et on terminera par un point prévention. Donc, je le disais à l'instant, effectivement, le syndrome du bébé secoué, on appelle ça aussi un traumatisme crânien non accidentel, un TCNA. En gros, ce sont des secousses violentes qui sont imposées à un nourrisson par saisie manuelle du nourrisson au niveau du thorax ou des épaules. Et ça crée chez le nourrisson en fait des décélérations brutales antéro-postérieures de la tête du nourrisson qui sont à l'origine à la fois d'hémorragie intracrânienne, d'hémorragie rétinienne et de lésions cérébrales assez diffuses, notamment des déchirures axonales ou des œdèmes cérébraux. Et finalement, le syndrome du bébé secoué, c'est une des maltraitances infantiles les plus létales, on le verra tout à l'heure, mais qui a des conséquences très importantes, à la fois en termes de létalité, mais aussi de séquelles à long terme. Ce qu'on sait, c'est que le principal facteur déclenchant du syndrome du bébé secoué, ce sont les pleurs incoercibles du nourrisson. Et les études internationales s'accordent à dire qu'on serait autour de 30 syndromes du bébé secoué pour 100 000 faits de violence sur les enfants de moins d'1 an. Ce chiffre, il apparaît pourtant largement sous-évalué, notamment, on le verra tout à l'heure, mais pour du fait de retard diagnostique et de retard de prise en charge. Et en France, les différentes études s'accordent aussi à évaluer la prévalence du syndrome du bébé secoué à 25 pour 100 000 naissances. Donc finalement, ça reste quelque chose qui n'est pas si rare. Ce pourquoi d'ailleurs on proposait ce webinaire aujourd'hui pour partager un petit peu les connaissances sur ce syndrome. En termes de clinique, le syndrome du bébé secoué, ça va donner des symptômes initiaux qui sont essentiellement neurologiques, avec des symptômes qui sont liés à une atteinte neurologique grave. Alors on peut retrouver un malaise avec perte de connaissance, des apnées sévères, voire un arrêt cardio-respiratoire d'emblée, des convulsions répétées, également des signes d'hypertension intracrânienne avec un plafonnement du regard, des vomissements, ou ce qui est régulièrement rapporté, une hypotonie axiale avec un nourrisson qui est tout mou, aréactif, avec parfois même un déficit moteur brutal. On retrouve aussi des signes qui sont finalement assez peu spécifiques, la pâleur du nourrisson, un nourrisson irritable, douloureux ou qui pleure énormément, avec là encore des pleurs incoercibles. Du coup, c'est surtout les urgentistes qui se retrouvent dans ces situations. Et comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Parce que là, on est devant des bébés qui ont des atteintes neurologiques centrales avec des conséquences à tous les niveaux. Mais comment est-ce qu'on pose le diagnostic de bébé secoué? Alors effectivement, c'est des enfants qui vont, enfin en tout cas des nourrissons qui vont souvent arriver d'emblée
aux urgences pédiatriques. Donc l'examen, en tout cas le diagnostic, il va d'abord reposer sur un examen clinique complet, notamment un examen neurologique pour rechercher les atteintes neurologiques. Et puis l'examen clinique, il devrait aussi s'attarder à rechercher d'autres signes de maltraitance. Donc vraiment être le plus exhaustif et le plus complet possible. Et puis le diagnostic va aussi reposer sur la réalisation de différents examens complémentaires, notamment évidemment des imageries cérébrales, scanner cérébral, IRM cérébral, mais aussi la réalisation d'un fond d'œil à la recherche notamment d'hémorragie rétinienne. Les conséquences, alors je le disais tout à l'heure, mais le syndrome du bébé secoué, c'est une des formes de maltraitance infantile qui est une des plus létales, et c'est aussi la forme la plus grave de traumatisme crânien de l'enfant. Les conséquences du syndrome du bébé secoué, on serait autour de, en tout cas, plus de 10% de décès. Certaines études allèguent même jusqu'à 20% de décès. Et un chiffre qui est très, très important, avec 75% de séquelles à long terme. Les séquelles, elles sont essentiellement liées notamment à des atteintes neurologiques, donc avec un retard du développement psychomoteur, un handicap moteur, des troubles cognitifs, des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement, des épilepsies, parfois même des épilepsies qui sont résistantes aux traitements antiépileptiques, et puis des atteintes de la vision et de l'audition. Ça peut aller d'un simple déficit visuel ou auditif jusqu'à l'infirmité avec une cécité complète ou une surdité complète. Ce qui est le plus compliqué certainement, c'est que parfois il y a des formes initialement asymptomatiques et que finalement les séquelles vont apparaître un peu plus tard, avec l'évolution notamment de l'enfant, et qu'effectivement, notamment les retards du développement psychomoteur, les troubles cognitifs, les difficultés d'apprentissage ne sont pas visibles immédiatement et vont apparaître bien plus tardivement, ce qui peut expliquer peut-être une sous-évaluation de la prévalence du syndrome du bébé secoué. Ça signifie qu'on peut être face à des patients qui arrivent en psychiatrie sur des déficits cognitifs ou certaines altérations dans les fonctions supérieures qui sont d'anciens bébés secoués. Eh ben, on pourrait l'imaginer, oui. Effectivement. D'accord. Complètement négligé. Alors, il y a, on connaît des facteurs de mauvais pronostic, notamment, eh bien, effectivement, le très jeune âge du nourrisson, c'est-à-dire que plus le nourrisson est jeune, plus on peut imaginer que les conséquences seront délétères pour lui. La répétition des secouements, on estime que ça reste, en tout cas en moyenne, il peut y avoir des secouements qui sont répétés jusqu'à une dizaine de fois. Et puis, comme je le disais, comme il y a des formes initiales asymptomatiques, le délai parfois important avant de recourir aux soins et le délai important de prise en charge. Mais du coup, comme c'est compliqué, on risque de se tromper aussi. J'ai plein de dossiers de maltraitance où finalement c'est une maladie des os de verre, etc. Est-ce que dans le syndrome du bébé secoué, il y a aussi des diagnostics différentiels qui peuvent induire en erreur? Oui, effectivement, tu as raison, Mathieu. L'idée, c'est que, en tout cas, par cet examen le plus complet possible, l'objectif, c'est d'éliminer des diagnostics différentiels et de ne pas se tromper dans la prise en charge initiale. Donc, ça reste quand même complexe. On parlait tout à l'heure de traumatisme crânien non accidentel. Donc, évidemment, il va falloir rechercher des causes accidentelles de traumatisme crânien. Mais il faut bien avoir en tête que, vu l'importance des lésions que donne le syndrome du bébé secoué, on va être sur des accidents, des causes accidentelles qui vont générer de très fortes décélérations. Donc, on est plutôt dans le registre de l'AVP ou de la chute importante d'une haute hauteur, en tout cas de plus d'1,50 m. C'est-à-dire qu'une chute simplement de sa hauteur du nourrisson ne donnera pas les lésions cérébrales qui sont visibles dans le syndrome du bébé secoué. On a aussi toutes les causes de malaise, puisque effectivement on a vu qu'initialement on pouvait avoir comme principale forme clinique une hypotonie axiale. Donc effectivement il faudra aussi rechercher d'autres causes de malaise, notamment le spasme du sanglot, les malaises sur reflux gastro-œsophagien. Et puis, dans une moindre mesure, d'autres diagnostics différentiels plus rares, les troubles de la coagulation, les maladies métaboliques rares et de manière encore plus exceptionnelle, la malformation vasculaire cérébrale qui reste, oui, effectivement très exceptionnelle avant l'âge d'1 an. Et donc, bien garder en tête en tout cas que les simples accidents, la simple chute d'un nourrisson ne provoque pas de telles lésions cérébrales. Avec toujours l'inquiétude pour un parent sur un trauma crânien accidentel, je pense à la chute de la table allongée.
Ça peut arriver malgré tout. Et donc, du coup, la culpabilité, l'angoisse des parents, l'enquête sociale, la suspicion de bébé secoué, théoriquement, c'est un diagnostic différentiel qu'on pose assez facilement. C'est de rassurer aussi les experts, les parents. Et du Oui, coup, je me demandais s'il y avait un profil particulier de victime. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain âge où les bébés ne tombent plus normalement des endroits où ils sont longés. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a un profil spécifique concernant les victimes, c'est-à-dire ces nourrissons, en fonction de l'âge du sexe? Et dans quel contexte? Tu as évoqué les pleurs, mais du coup, est-ce qu'il faudrait supprimer les pleurs? J'étais en train de réfléchir à la prévention pour éviter que les bébés se fassent secouer. Et pourquoi finalement ils se font secouer en règle générale si on a des données ou des éléments? oui. Est-ce que finalement, il faudrait sédater tous les nourrissons pour éviter qu'ils se fassent secouer? Bon, on va peut-être trouver d'autres solutions, Mathieu. Donc, effectivement, alors en tout cas, dans la littérature, on retrouve alors, je ne sais pas si c'est un profil type, mais en tout cas des facteurs de risque liés à ce syndrome du bébé secoué du côté de la victime. D'abord, les bébés secoués, ce sont principalement des nourrissons de moins d'1 an et dans la très grande majorité des cas, plutôt des nourrissons de moins de 6 mois, en tout cas dans plus de 2 tiers des cas. Les facteurs de risque identifiés concernant la victime, c'est le fait que le nourrisson soit de sexe masculin, qu'il soit né prématurément ou qu'il y ait eu une séparation mère-enfant en période néonatale. Donc effectivement, ça va avec la prématurité, ça va aussi avec peut-être des troubles somatiques initiaux chez le nourrisson à la naissance. Les grossesses multiples ou rapprochées, les grossesses non désirées, parce qu'on peut imaginer que ça génère, ce sont des facteurs de stress en tout cas pour les parents. Les pleurs inconsolables, on l'a dit, c'est un facteur déclenchant principal dans le syndrome du bébé secoué. Le fait que le nourrisson ait été exposé à des substances psychoactives en période prénatale, parce que il a été, en tout cas ce qu'on peut retrouver dans la littérature, c'est que ce sont des nourrissons qui sont peut-être plus agités, qui vont plus pleurer, qui sont plus réactifs et qui ont beaucoup plus de difficultés à s'auto-apaiser. Les troubles du sommeil chez le nourrisson, les difficultés alimentaires, et puis le fait que le nourrisson soit exposé à des parents ayant un niveau de stress élevé ou des parents souffrant d'addiction. Et puis, effectivement, oui. Oui, non, mais du coup, l'addiction, ça me fait penser vraiment à une notion importante que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que normalement, en période périnatale, lorsque la mère consomme, il faut sevrer le bébé. Et un bébé qui est en sevrage ou en manque, il pleure. Et j'ai en tête un dossier comme ça où c'était un couple de toxicos. Et ils avaient tué le bébé. Là, ils l'avaient pas secoué, ils l'avaient étouffé. Mais même process, finalement. Et donc, du coup, c'est de penser au sevrage du bébé dans cette période-là. Et autre notion importante aussi qui fait écho à des situations cliniques. Sur la question du déni de grossesse, une grossesse non désirée, c'est un facteur de risque. Du coup, un déni de grossesse, c'est une grossesse non désirée. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien ou est-ce que c'est dans la littérature? L'idée que la mère réinvestit potentiellement l'enfant, mais il y aura un trouble de l'attachement de toute façon, et que du coup, ça majore le risque de bébé secoué. Oui, en tout cas, ça peut être des situations dans lesquelles il n'y a pas eu d'anticipation de l'arrivée du nourrisson et finalement très peu de capacité d'adaptation puisque ça arrive très vite, c'était pas anticipé. Donc c'est à la fois un facteur de stress important pour la mère, par exemple, qui a réalisé qui a un déni de grossesse, et à la fois peu de choses ont été anticipées. Donc finalement, ce bébé, il peut rapidement être perçu comme effectivement dérangeant ou en tout cas l'objet de projection de sentiments assez négatifs de la mère ou du père d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. Et donc, du coup, sur la suite, après les facteurs de risque, tu as des situations, en sens de circonstances. Tu as évoqué les facteurs déclenchant les pleurs, mais tu as aussi d'autres circonstances qui participent du risque. Oui, en tout cas, la principale circonstance, c'est effectivement le contexte d'énervement avec un nourrisson qui ne cesse de pleurer, où les cris deviennent insupportables, et finalement l'adulte qui en a la charge à ce moment-là, ou la responsabilité, est excédé par ces cris et ces pleurs incessants, et va secouer le nourrisson plutôt dans le but de le calmer. Il y a d'autres circonstances qui sont régulièrement rapportées par les personnes qui sont mises en cause pour des syndromes de bébés secoués. La réanimation inappropriée avec un adulte qui va s'affoler suite à un malaise du nourrisson, avec peut-être la crainte d'une mort subite et puis un phénomène de panique où finalement l'adulte, de manière tout à fait inadaptée, va secouer le nourrisson pour qu'il respire, pour qu'il revienne à lui, qu'il reprenne conscience et qu'il se recolore.
Et puis enfin, dernière circonstance rapportée, c'est plutôt la maltraitance proprement dite, c'est-à-dire que le nourrisson est régulièrement secoué et intentionnellement, ce qui se rapproche beaucoup plus de la maltraitance infantile habituelle. D'accord, donc du coup, enfin, sur une situation de mort subite du nourrisson où le parent vient pour essayer de réveiller le nourrisson, il le secoue très très fort, il pourrait y avoir ensuite une suspicion comme ça de syndrome de bébé secoué. Voilà. Non, donc doucement. Et du coup, on a évoqué un profil justement des victimes et les auteurs. Est-ce que ta slide, là, c'est sur la question du profil des auteurs, les parents, toujours les mêmes, les papas, tu as dit sexe masculin pour les bébés, sexe féminin pour les auteurs. Alors, plutôt non, c'est-à-dire qu'on est toujours, on est toujours sur un profil plutôt masculin chez les auteurs, même si on va voir que quand ça sort du milieu familial, c'est un peu différent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de littérature sur le syndrome du bébé secoué, mais plutôt autour des victimes, de la présentation clinique, de l'imagerie cérébrale, quelques papiers aussi sur toutes les campagnes de prévention qui ont pu être réalisées, notamment aux États-Unis, au Canada, et puis ça commence en France, mais finalement très peu de littérature concernant la psychopathologie des auteurs. Ce qu'on peut quand même retrouver dans les quelques études qui sont intéressées aux auteurs, c'est que il y a en gros deux groupes, soit l'auteur fait partie du milieu familial, soit il n'en fait pas partie. Et quand il fait partie du milieu familial, c'est quand même principalement les parents et beaucoup plus souvent le père, dans 40 à 50% des situations, ou le compagnon de la mère dans 20% des situations. Donc on est quand même sur un auteur qui est principalement masculin et finalement beaucoup plus le père et le beau-père, bien plus souvent que la mère. Par contre, quand on sort du milieu familial, eh bien là, c'est principalement l'assistante maternelle dans 18% des cas. Donc, vraiment des profils assez différents. Ce qu'on peut quand même retenir, c'est que, comme dans pas mal de situations de violence intrafamiliale, finalement, tous les milieux socio-économiques sont concernés, mais avec quand même des facteurs de risque, l'isolement social et familial, le fait que, effectivement, et ça prend sens, c'est-à-dire que le fait que un parent ait des difficultés à s'adapter à une situation et que finalement, il ne puisse pas passer le relais, qu'il n'ait aucun relais possible, aucun soutien. Donc ça, c'est un facteur de risque. La précarité, comme bien des situations de violence, avec un bas niveau socio-économique, un bas niveau d'études, et puis le jeune âge de la mère a été repéré aussi comme facteur favorisant. Et puis globalement, la méconnaissance importante des besoins et des comportements normaux d'un enfant qui vont parfois être perçus de manière erronée par le parent, par une simple méconnaissance, mais qui va là encore pouvoir peut-être projeter ses sentiments négatifs et où l'enfant, on va le voir tout à l'heure, mais va peut-être devenir un petit peu persécuteur, en tout cas très dérangeant et peu gratifiant. Donc il y a des éléments favorisants sur le plan contextuel. Exactement. Qui peuvent être des facteurs de risque ou des facteurs précipitants. Et donc, dans les éléments contextuels qui sont favorisants, effectivement, on le disait, le fait d'être un parent jeune, de ne pas avoir de soutien, isolé, en rupture avec les générations précédentes, ce qui fait le lien aussi avec le fait que, par exemple, un parent qui a grandi dans un environnement familial dysfonctionnel ou violent, à la fois, il a des repères qui sont erronés ou effectivement empreints de violence, où la violence est parfois banalisée quand on l'a connue très jeune, et à la fois, les repères sont marqués de violence ou de dysfonctionnement, et à la fois, cet antécédent-là a provoqué la rupture avec la génération précédente, et ce qui aboutit effectivement à un isolement très important. Le fait qu'il s'agisse d'un premier enfant, pareil, avec en tout cas, c'est les situations où il y a peut-être le plus de méconnaissance et un manque de comparatif connu par le parent, les difficultés financières et matérielles, le contexte de stress et de fatigue. On sait bien que quand on est très stressé, très fatigué, on dort moins bien, on est plus irritable et potentiellement on va peut-être surréagir ou chez des sujets déjà impulsifs, ça va favoriser le recours à l'agir.
Et puis, du coup, on comprend bien que s'il y a un contexte de stress et de fatigue, eh bien, la période de reprise du travail à la suite d'un congé maternité est aussi une période peut-être plus à risque. Carole, Bertrand Gimonet dans le chat évoque une étude récente en France qui montre une augmentation de la part relative des assistantes maternelles du côté des auteurs. Tu évoques le chiffre de 18%, mais toi, dans ton activité, est-ce que tu as pu constater une évolution avec une augmentation de la part relative des assistantes maternelles? Parce que, par exemple, sur les contextes de stress et de fatigue, si l'assistante maternelle, elle est elle-même jeune maman avec ses propres enfants et elle doit s'occuper d'autres enfants qui la stressent et qui augmentent de la fatigue, ça peut être aussi un cumul de facteurs de risque. Et est-ce que dans ta pratique, tu as vu une évolution ou pas? Alors, dans ma pratique, je n'ai pas vu d'évolution notable. On reparlera tout à l'heure d'une étude qui a été réalisée sur les ressorts de la Cour d'appel de Rennes et d'Angers à partir d'expertise. Et alors, c'est bien du hasard, mais on retrouvait exactement cette proportion de 18%. Bon, évidemment, ça ne veut rien dire, mais on n'a pas constaté, en tout cas sur cette étude, à partir d'un certain nombre d'expertises, d'augmentation de la propension d'assistantes maternelles mises en examen pour des faits de syndrome de bébé secoué. Mais en tout cas, on le redira tout à l'heure, mais ce serait hyper intéressant d'avoir plus d'études, plus de données sur les auteurs du syndrome de bébé secoué, tellement la littérature est paradoxalement assez pauvre sur ce sujet, bien qu'il y ait beaucoup de papiers qui traitent de ce syndrome. Avec l'idée de préciser le profil de l'auteur ou du parent, parce que là, on a des données sur les parents. Et donc, si le parent est l'agresseur, du coup, si le parent est le secoueur, à quoi il ressemble? Alors, si le parent est le secoueur, on a différents types de profils qui se dessinent. Un profil qu'on connaît très bien en psychiatrie légale et dans l'expression de la violence, c'est plutôt le jeune immature. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, des jeunes parents immatures où on va avoir peut-être plus d'impulsivité, une psychopathologie qui est teintée par la dépendance affective, les fragilités narcissiques, et puis des facteurs de risque qui ont été repérés chez les mères, notamment le fait d'être mère célibataire, âgée de moins de 21 ans. Effectivement, on imagine bien chez ces profils des difficultés d'élaboration, peu de relais, peu de soutien, et un recours à l'agir peut-être plus important, et particulièrement en situation de stress ou de fatigue. Deux autres profils auxquels on pense peut-être moins. D'abord des parents débordés, souvent de familles recomposées, avec plusieurs enfants dans la fratrie, d'âges différents, avec souvent un secouement unique au moment d'un débordement émotionnel et dans un contexte peut-être d'exaspération, et puis un contexte de difficulté au sein du couple avec des tensions intrafamiliales. Et puis, dernier type auquel on pense certainement beaucoup moins, c'est une composition familiale beaucoup plus conventionnelle avec des parents plus âgés, d'un plus haut niveau socio-culturel ou socio-intellectuel, avec des parents qui ont peut-être attendu, en tout cas, qui ont plus de 30 ans, qui ont attendu, qui ont investi leur vie sociale, professionnelle, avec parfois des parcours compliqués pour aboutir à cette grossesse, des grossesses difficiles ou des parcours de PMA, et où finalement il y avait peut-être peu de place à l'enfant au sein de ce couple-là, ou en tout cas les parents n'ont pas franchement anticipé l'arrivée de l'enfant et n'ont surtout rien adapté à leur mode de vie, et où rapidement il va y avoir un ressenti négatif à l'égard de l'enfant qui est perçu comme trop demandeur, perturbateur dans l'équilibre du couple parental, et là encore peu gratifiant. Il y avait toujours une question en écho là, de l'assistante maternelle, donc dans cette délégation de tâches à une professionnelle qui peut être un peu débordée, secouer le petit. Question de Nathalie Joly dans le chat qui demande si la période d'adaptation chez l'assistante maternelle ou la nourrice, ça serait pas une période à risque, particulièrement à risque justement, de secouement. Est-ce que ça a été identifié dans la littérature comme ça, sur des moments, on voit en fonction de l'âge du bébé, sa situation, mais est-ce que la période d'adaptation chez la nourrice, ça a été identifié comme une période à risque dans la littérature? En tout cas, on peut franchement l'imaginer et se poser la question, mais là encore, vu les traits
en tout cas, il y a très peu de données sur les auteurs de syndrome de bébé secoué et particulièrement sur les assistantes maternelles. On a une propension, on a une idée que ça pourrait être autour de 18%, mais finalement, en tout cas, je n'ai pas retrouvé dans la littérature d'éléments supplémentaires concernant ce profil particulier d'auteur. D'accord. Et sur le plan juridique, du coup, l'auteur, le secoueur, qu'est-ce qu'il risque? Alors, finalement, pour le législateur, le secouement, c'est finalement un adulte qui impose volontairement des violences à un être qui est sans défense, puisqu'on est plutôt chez un nourrisson de moins de 6 mois, en usant de sa supériorité physique. Donc, le contexte, nous, ça nous intéresse en tant que psychiatre, en tant qu'expert. Le contexte qui va expliquer les faits, ça nous permet d'expliquer aux magistrats pourquoi ça a pu arriver, en tout cas d'amener des hypothèses explicatives, mais ce n'est pas du tout de nature à modifier la qualification pénale. Et puis, l'auteur, particulièrement s'il s'agit d'un parent ou d'un adulte ayant autorité, eh bien, ce sera une circonstance aggravante. Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, en fait, la loi va s'attarder à qualifier l'infraction pénale et ça va dépendre d'abord de l'intentionnalité ou non, notamment si le nourrisson est décédé, c'est-à-dire que s'il y avait intentionnalité homicidaire, eh bien, ce sera qualifié de meurtre, alors que si l'intentionnalité n'est pas retrouvée, on sera plutôt dans les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et puis, enfin, dans un deuxième temps, ça va dépendre des conséquences pour le nourrisson, de savoir d'abord s'il est décédé ou s'il a des séquelles graves avec une infirmité permanente. On entend par là une cécité, une surdité, une hémiplégie ou un déficit moteur permanent ou une atteinte grave et définitive des facultés mentales. Et puis, si les conséquences sont moins lourdes qu'une infirmité, eh bien, ça dépendra de l'ITT avec un cut-off fixé à 8 jours. Donc, si on est dans une situation de meurtre, eh bien, l'auteur risquera la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'auteur encourt 30 ans de réclusion criminelle. Pour les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'auteur encourt 20 ans de réclusion criminelle. Et enfin, pour les violences volontaires ayant entraîné alors une ITT plus ou moins de 8 jours, on sera entre 5 et 10 ans d'emprisonnement encourus. La difficulté au civil sur des conséquences à long terme, troubles de l'apprentissage, altération cognitive pour la réparation, c'est quand même un enjeu majeur et très compliqué sur ces dossiers. C'est très difficile. Il faudra prendre le temps et certainement, probablement réaliser plusieurs expertises et ne pas consolider tout de suite, puisque on l'a vu tout à l'heure, mais effectivement, il peut y avoir des formes asymptomatiques ou très peu symptomatiques chez le nourrisson et en fait, c'est l'évolution qui permettra de statuer sur les séquelles définitives et notamment les capacités d'apprentissage, de concentration à l'école. Et ça, effectivement, on ne peut pas le présupposer à l'avance. C'est vraiment l'analyse longitudinale qui permettra de fixer à terme le préjudice. Mais du coup, ça peut être des procédures qui peuvent être très longues. Ouais. Et puis, il existe des peines, il existe des peines associées pour les assistantes maternelles, notamment l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité, avec une interdiction temporaire qui peut aller jusqu'à 5 ans au maximum. Petite question technique, une ITT peut-elle être définie pour un nourrisson? Alors, ce n'est pas ma spécialité, ce serait plutôt une question effectivement à poser à nos collègues légistes, mais j'imagine qu'il y en a parmi notre auditoire aujourd'hui. Mais en tout cas, on sait que les périodes d'hospitalisation sont souvent intégrées dans la période d'ITT. Donc, d'emblée, si le nourrisson est hospitalisé et doit subir tout un tas d'examens, etc., on va peut-être rapidement arriver à une période d'ITT supérieure à 8 jours. Donc, c'est possible de poser une ITT chez un nourrisson, puisque la question c'était est-ce qu'il y a le principe existe? La réponse est oui. Oui, le principe existe, bien sûr. Et ensuite, le profil psychocriminaux là, des auteurs, du coup, dans une approche plus médico-juridique ou de psychiatrie légale, est-ce qu'on a des notions?
Alors, en tout cas, on s'est attardé avec une de mes consoeurs, le docteur Sassoli, dans le cadre d'un travail de thèse, à se dire, bah, voilà, on s'est intéressé à la question, on trouvait assez peu de données dans la littérature, donc l'idée était de réaliser une étude à partir d'expertises psychiatriques présententielles d'auteurs présumés du syndrome de bébé secoué. Alors, bien sûr, le biais principal, c'est qu'on est dans des expertises présententielles, les personnes n'ont pas été condamnées, sont présumées innocentes et on n'a pas de lecture longitudinale. Donc, on ne sait pas parmi les expertises qui ont été analysées si les personnes ont été ultérieurement condamnées ou non. Mais ça donne peut-être en tout cas une petite idée des profils, en tout cas des mises en examen. Donc, il a été question de recueillir des expertises psychiatriques présententielles auprès de différents experts, inscrits près les cours d'appel de Rennes et d'Angers. On a pu regrouper 43 expertises qui concernaient 23 hommes, 20 femmes, avec un âge moyen de 30 ans. 44% d'entre eux reconnaissaient les faits et il a toujours été retenu une pleine responsabilité pénale. Alors, effectivement, ça paraît assez logique avec tout ce qu'on a décrit juste auparavant, c'est que finalement, le facteur déclenchant principal du syndrome du bébé secoué, ce sont les pleurs incoercibles et à un moment, un passage à l'acte plutôt en lien avec l'impulsivité, la rigidité psychique, les faibles capacités d'adaptation, mais peut-être plus un débordement émotionnel dans un contexte de stress. Et on sait bien, en tout cas quand on réalise des expertises, que le simple débordement émotionnel n'est pas suffisant pour retenir une altération ou une abolition du discernement. Donc, voilà, ça paraissait, en tout cas, cette étude, elle concorde avec ce qu'on connaît des auteurs de syndrome de bébé secoué, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé parmi ces 43 auteurs présumés de troubles psychiques qui ont pu, au moment des faits, qui ont pu altérer ou abolir leur discernement. 82% des auteurs présumés faisaient partie du milieu intrafamilial avec une plus forte propension de pères, avec 18 pères, donc 42%, 15 mères tout de même, et 2 beaux-pères, et puis 8 assistantes maternelles, donc 18%, les mêmes données que l'on retrouve pour le moment dans la littérature. Alors, quand l'auteur était un parent ou un beau-parent, ce qui représentait 82% des situations, on retrouvait un petit peu deux groupes. Les jeunes parents immatures de manière beaucoup plus importante, dans 86% des situations, avec un âge moyen de 26 ans, et une psychopathologie qui était dominée par l'immaturité affective, l'impulsivité, les angoisses abandonniques et les grandes difficultés d'élaboration, et souvent ce qui va avec les difficultés d'introspection. Mais on retrouvait aussi une population un peu différente et qui est très intéressante parce que je pense qu'on y pense très très peu. C'est des parents plus âgés avec un haut niveau socio-professionnel qui représentait la 14% des situations, avec un âge moyen plus élevé de 33 ans. Et puis, voilà, un parcours de grossesse plus compliquée ou une grossesse survenue à la suite d'un parcours PMA. Des parents qui, là, n'étaient pas particulièrement immatures, pas particulièrement impulsifs, mais plutôt réservés, anxieux, avec peut-être plus de traits de rigidité psychique, et où l'enfant était idéalisé, arrivant finalement assez tardivement et venant bouleverser une vie sociale ou professionnelle qui était déjà très investie. Et donc finalement, ce qu'on retrouve, c'est parmi les parents ou les beaux-parents auteurs présumés de syndrome de bébé secoué, c'est souvent un écart entre l'enfant imaginaire, fantasmé, idéalisé et l'enfant réel. Donc, il semble important de questionner, en tout cas, la représentation du parent, de cet enfant à naître, comment l'arrivée de l'enfant avait été anticipée et finalement, est-ce qu'elle avait été anticipée ? Et puis d'évaluer toujours la qualité de l'attachement entre le ou les parents et ce nourrisson. Parce que parfois, derrière une pseudo-normalité clinique, en fait, on repère des signes d'anxiété, voire de dépression, une faible estime de soi, avec peut-être des parents qui se sentent dans l'incapacité de faire face, dans l'incapacité de comprendre leur nourrisson et de s'adapter à ses comportements, son mode d'expression, des difficultés d'élaboration, de l'impulsivité, de la rigidité psychique, avec de faibles capacités d'adaptation et de l'immaturité affective.
Et on peut retrouver, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, des attentes irréalistes, idéalistes, globalement à l'égard du monde extérieur, mais du coup ici centrées sur l'enfant, avec des attentes qui sont erronées, que l'enfant puisse peut-être combler leurs carences antérieures, avec une forme de chosification de l'enfant qui serait objet de réparation, qui viendrait combler alors soit des carences affectives, soit réparer une enfance difficile ou elle-même marquée de violence, ou qui viendrait réparer un couple dans lequel il pourrait y avoir des tensions ou des difficultés conjugales. Ben, finalement, ces attentes, elles sont souvent rapidement déçues, puisque l'enfant ne peut pas être comme ça objet de réparation. Et donc, ces attentes, elles vont être d'autant plus déçues que le parent, on est dans des situations où le parent est souvent pas ou peu soutenu par l'entourage familial, et on retrouve régulièrement des ruptures avec les générations antérieures, et on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un facteur de risque, le fait d'être dans une situation d'isolement social et familial. Et donc, on retrouve effectivement des parents ou des beaux-parents qui sont en grande difficulté pour comprendre l'attitude du nourrisson, pour s'y adapter, où le nourrisson est perçu comme peu gratifiant, trop demandeur, et donc potentiellement persécuteur, avec un nourrisson qui va être l'objet de projection de tous les affects négatifs vécus par l'adulte. Et on peut entendre parfois, voilà, de toute façon, il me rejette, j'ai jamais pu créer de lien avec lui, il fait exprès de crier la nuit pour me réveiller. Des choses où finalement des intentions négatives sont prêtées au nourrisson, qui est perçu comme quasiment tyrannique. Et concernant les assistantes maternelles, alors effectivement, elles représentaient 18% des auteurs présumés dans ces expertises qui ont été analysées. L'âge moyen était bien plus élevé à 44 ans. Et ce qu'on a pu retrouver, en tout cas sur ces quelques expertises, bien sûr, ça mériterait, il serait vraiment intéressant de réaliser une étude de bien plus grande ampleur pour avoir des données plus fiables et plus solides. Mais ce qu'on retrouvait, en tout cas dans les quelques profils qui ont été analysés, c'est le fait que les assistantes maternelles qui étaient mises en cause s'étaient réorientées sur le plan professionnel à plusieurs reprises. C'est-à-dire que ce n'était pas leur choix initial. En tout cas, ça ne semblait pas être une vocation d'être assistante maternelle. C'était vraiment un emploi qui venait vraiment sur le tard. Et c'est un des profils chez lesquels on a retrouvé le plus d'antécédents psychiatriques, avec, dans 50% des cas, des antécédents d'épisodes dépressifs caractérisés et ou de tentatives de suicide, et dans 25% des cas, des antécédents d'addiction. Ce qu'on ne retrouvait pas forcément dans de telles proportions chez les parents ou beaux-parents pour lesquels on disposait des expertises. Sur le plan psychopathologique, on retrouvait plus de fragilité narcissique, de rigidité psychique, une tendance au perfectionnisme et au contrôle des affects, beaucoup de négation ou de minimalisation des faits sans proposer d'hypothèses alternatives. C'est-à-dire que souvent dans les situations d'assistantes maternelles qui sont mises en cause pour des syndromes de bébé secoué, finalement elles sont le seul adulte en présence de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, en tout cas selon les parents et selon souvent plusieurs témoins, l'enfant allait bien la veille, il allait bien le matin, il est déposé chez l'assistante maternelle, et au cours de la journée, au cours de l'après-midi, l'assistante maternelle fait appel au secours parce que l'enfant ne réagit plus, est hypotonique, il est transféré aux urgences, et là le diagnostic de syndrome de bébé secoué est posé. L'assistante maternelle confirme qu'elle était seule avec l'enfant tout au long de la journée. Pour autant, elle nie les faits, mais elle n'apporte aucune hypothèse alternative à la façon dont effectivement l'enfant a pu avoir de telles lésions cérébrales. Donc avec plutôt une position défensive et un discours qui était relevé plutôt superficiel. C'était une question que j'allais te poser. Il y avait 44% des auteurs de cette cohorte qui reconnaissaient les faits. Et oui, dans le sous-groupe là, des 8 assistants maternels, quelle était la proportion de personnes qui reconnaissaient les faits? Eh ben, de mémoire, aucune ne reconnaissait formellement les faits. Ah, ok, d'accord. Après, on est sur des petits groupes, des petits effectifs. Oui, l'échantillon, la taille est trop faible pour conclure. Représentatif, oui, mais c'était une tendance. C'est pour ça que j'en parle là sous forme de négation, de minimisation des faits. C'était plutôt une tendance, mais en tout cas pas quelque chose qu'on peut établir comme étant représentatif. Bien sûr, à manipuler avec précaution. Mais du coup, au regard de toutes ces données, au regard de cette étude, au regard de ton expérience et ton expertise, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir le syndrome du bébé secoué? Quelle prévention
on peut envisager et mettre en œuvre? Alors effectivement, ça paraît essentiel et peut-être de ne pas passer par la sédation pour calmer les pleurs. On va trouver d'autres alternatives. Alors certainement que vous connaissez cette campagne nationale qui a été mise en place en janvier 2022. Il y a une grande campagne nationale de sensibilisation qui s'appelle le dispositif des 1000 premiers jours de l'enfant. Alors cette campagne, elle n'est pas spécifique au syndrome du bébé secoué, mais elle l'aborde. L'idée étant, par des messages assez simples qui peuvent être donnés en quelques minutes et dès la maternité, d'apprendre à faire face aux pleurs du nourrisson. C'est-à-dire que de toute façon, le nourrisson va pleurer et donc autant l'anticiper et apprendre à faire face avant d'en arriver à cette situation de secouement. Dans le carnet de santé en France, depuis quelque temps, il apparaît ces deux phrases-là dans les nouveaux carnets de santé. Si vous êtes déconcerté, si vous ne supportez plus ses pleurs, ne criez pas et surtout ne le secouez pas. Secouer un bébé peut le laisser handicapé à vie. Deuxième phrase, en cas d'exaspération, couchez votre bébé dans le lit, sur le dos, quittez la pièce et demandez l'aide d'un proche ou d'un professionnel. Donc l'objectif étant vraiment d'informer que de toute façon le nourrisson va pleurer et qu'il vaut mieux le laisser et faire appel à quelqu'un, passer le relais, plutôt que si on est en situation d'exaspération, qu'on est épuisé, finalement il vaut mieux faire appel à un tiers. Et il est clairement stipulé que oui, secouer un enfant peut le laisser handicapé à vie, ce dont bien des parents n'ont en fait jamais entendu parler, et il y a une vraie méconnaissance à ce propos dans la population générale. Et puis, bien sûr, la prévention, elle ne concerne pas que les parents. Il paraît essentiel d'informer les professionnels de la petite enfance, notamment lors des formations professionnelles, et afin d'améliorer la gestion du stress. Il y a un modèle de prévention qui existe au Canada qui se déplie sous quatre grands items. D'abord, le fait de sensibiliser tous les parents, tous les nouveaux parents. Donc, ça peut être soit lors des consultations de suivi de grossesse, ça peut être lors des cours de préparation à la naissance, ça peut être à la maternité. De soutenir les professionnels du réseau dans le dépistage et le diagnostic. Donc, les professionnels du réseau, c'est vraiment au sens large, les pédiatres, les médecins généralistes, les professionnels de PMI, les sages-femmes, mais aussi tous les professionnels de la petite enfance. Sensibiliser la population générale. Et puis, encourager la recherche et la création d'une banque de données par rapport au syndrome du bébé secoué et par rapport concernant toutes les autres formes de maltraitance. Donc, si on doit conclure sur le syndrome... le take-home message, ouais. Si on doit conclure sur le syndrome du bébé secoué, retenir que c'est une des formes de maltraitance infantile les plus létales, en tout cas la forme de traumatisme crânien de l'enfant la plus grave, que les pleurs restent le principal facteur déclenchant, que les conséquences sont très lourdes avec plus de 10% des décès, certaines études allèguent même jusqu'à 20% de décès et 75% de séquelles à long terme. Mais attention, beaucoup de formes asymptomatiques initiales et donc c'est vraiment l'évolution dans le temps qui permettra d'évaluer les conséquences sur le long terme. Le syndrome du bébé secoué concerne essentiellement les nourrissons de moins d'1 an et en grande majorité des cas, les nourrissons de moins de 6 mois. L'auteur est principalement un parent et plutôt le père, plutôt jeune, avec des facteurs de risque de précarité, d'isolement. Mais attention à cet autre groupe qui est plutôt les parents plus âgés, CSP+, on ne les oublie pas. Et si c'est un auteur qui n'est pas issu de l'environnement intrafamilial, plutôt l'assistante maternelle et globalement dans des contextes de stress et de fatigue. Donc la prévention, elle se base sur l'information des parents, des professionnels de la petite enfance, évidemment si on va plus largement de la population générale et l'importance de cette campagne des 1000 premiers jours de l'enfant qui informe globalement sur les besoins de l'enfant et comment s'adapter aux besoins du nourrisson et du jeune enfant. Petite remarque là sur le secoueur. Dans le chat, 2 situations évoquées où c'est un membre de la fratrie qui est à l'origine des secouements. Est-ce qu'on a des notions et des idées concernant l'implication de mineurs dans le syndrome de bébé secoué? Alors, en tout cas, moi, j'ai jamais eu cette situation-là en pratique clinique. De la même manière, j'ai
j'ai pas connaissance de données dans la littérature à ce propos, mais on peut imaginer que, en tout cas, pour créer une aussi forte décélération, il faudrait que ce soit quand même un enfant relativement âgé pour être en capacité de secouer un nourrisson et de le secouer, oui, avec une force quasi adulte, quoi. D'accord, donc plutôt rare et plutôt lié à des grands enfants ou peut-être des ados plutôt que des On peut enfants. imaginer, ouais, on peut imaginer. Ok, oui, oui. Et puis avec des délégations de tâches. Et du coup, dans la même idée, dans les organisations familiales, peut-être qu'il y a des organisations familiales qui protègent de ce risque lorsqu'on héberge 2, 3, 4 générations pour faire des relais. Et puisqu'on a vu que les grands-parents, ils étaient jamais incriminés là dans le Oui, syndrome alors du bébé c'est vrai secoué. qu'on ne parle pas des grands-parents, mais de la même manière, si, alors on n'en parle pas, mais l'hypothèse en tout cas qu'on peut formuler, c'est peut-être que les grands-parents ont souvent en charge les petits-enfants sur un délai relativement court, quelques heures, quelques jours, mais en tout cas qu'il y a une fin à cette prise en charge, et puis que les grands-parents d'abord sont plus âgés, donc on peut imaginer que c'est une population qui est moins impulsive de par l'avancée en âge. Et puis les grands-parents, de principe, ils ont déjà eu l'expérience d'avoir des enfants et donc ils ont des repères, ils ont déjà eu à faire face à des enfants qui ont pleuré. C'est peut-être les hypothèses qu'on peut avancer sur le fait que, là encore, dans la littérature, on ne retrouve pas de données concernant les grands-parents auteurs de syndrome de bébé secoué. Et c'est vrai que j'ai jamais eu, moi non plus, à avoir ce type de profil comme mise en examen dans des syndromes de bébé secoué. Ok, et donc du coup, c'est un enjeu quand même important puisque la HS s'est penchée dessus l'année dernière, 2023. Exactement. En fait, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, effectivement, il y a des recommandations HAS qui ont été réalisées en 2017 avec une note de cadrage en 2023. Et puis, une nouvelle, enfin, en tout cas, de nouvelles recommandations sont en cours et devraient sortir prochainement. C'est dans les tuyaux. Et nos collègues de médecine légale s'intéressent pas mal à ces enjeux-là. Et donc, du coup, si vous voulez aussi aller plus loin du côté soit de l'ITT, des certificats, de certaines études, c'est les collègues de médecine légale qui se collent à la question dans la réception des victimes ou des situations où il va falloir affirmer qu'il y a l'ensemble des critères diagnostiques pour transmettre ensuite dans le dossier judiciaire. Exactement. Et Et donc, le lien justement, avec nos et donc, collègues de justement, médecine légale, purée, à propos, en tout cas, on vous puisque attend. Vas-y, Mathieu. après toi, Non, non, vas-y, vas-y. le 21 mars à l'Académie de médecine, une journée conjointe dans le cadre de la journée nationale de la section de psychiatrie légale avec nos collègues à la fois de médecine légale et puis aussi nos collègues experts judiciaires. Et donc, du coup, trois sociétés savantes qui s'unissent pour proposer une journée autour de la synergie des spécialités forensiques, avec une matinée qui va aborder les articulations entre les différentes disciplines, et puis une après-midi sur une thématique transversale de victimo, psychotrauma, avec bien sûr le Seven et 4 sessions médecine légale, 4 sessions de psychiatrie légale et un prix et un concours de la communication en 7 minutes original, à la fois sur le fond et sur la forme. Donc, du coup, on vous attend nombreux. Il y a un appel à communication pour la session Seven. Si vous voulez nous retrouver, bloquez déjà vos agendas. Ah, question-réponse. Ah oui. Il J'ai y a passé encore parce une qu'on l'a fait au question. fur et à mesure. Tout à fait. Un grand merci. En tout cas, sur les ASMAT, les assistantes maternelles, est-ce que ce serait possible d'avoir la ref et l'ensemble des refs? C'était une Oui, thèse, ce que tu as évoqué. oui, c'est une thèse qui n'a pas encore été publiée, en tout cas sous forme d'article, mais ça ne saurait tarder. Bon, excellent. Donc, on attend la publication dans une revue française ou en Oui, français? on va essayer, c'est en cours, mais. Ok, super. Il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous invite à utiliser le chat. Il y a des questions qui arrivent. C'est des remerciements. Écoute, Carole, tu es remerciée. Bien sûr, et oui, un flot de remerciements. Je m'associe. C'était extrêmement clair. C'était toujours clair et limpide, y compris sur des sujets compliqués. Donc, merci beaucoup. Le replay sera disponible effectivement sur la chaîne YouTube de la FPBN, ainsi que les autres webinars. Et puis, n'hésitez pas à aller régulièrement pour voir les actualités. Et puis, bien sûr, il faut cotiser pour aller
récupérer les attestations et vous faire plaisir dans tous les webinars, en particulier avec les supports et les différentes sections. Le prochain aura lieu le mardi 10 décembre de 12h30 à 13h30 sur les liens entre TDAH et TNF. Donc, avec toujours les prestigieux orateurs, puisque à chaque fois les meilleurs des meilleurs, Sébastien Weibel, Brigitte Rank et Guillaume Carle, tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à la FPBN dans le cadre de la section de psychiatrie légale et puis au cours des journées, des conférences. Un grand merci, Carole, encore. Un grand merci au support, soutien logistique de Comenco et toute la team. Et puis, on vous retrouve bientôt pour continuer ces aventures au sein des webinaires. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Carole. Merci à toi, Mathieu. Au revoir. Au revoir.